La suspension des opérations militaires conjointes entre la France et le Mali, elle se concrétise sur le terrain. Choguel Maïga, du mouvement du 5 juin, assure que le pays respectera ses engagements internationaux après 2 coups d'État. La campagne présidentielle en Iran, les ultra-conservateurs apparaissent en position de force. Le Conseil des gardiens de la Révolution, chargé de la validation des candidatures, est accusé d'agir de manière arbitraire, mais il maintient ses choix. Seuls 7 candidats sur 600 personnes ont été retenus. C'est la journée mondiale de l'environnement. D'ici 2030, 100 millions de personnes risquent de basculer dans l'extrême pauvreté en raison du réchauffement climatique. La famine se répand dans le sud de Madagascar. On en parle avec la ministre malgache de l'Environnement et du Développement durable dans ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La suspension des opérations militaires conjointes entre la France et le Mali, une suspension annoncée jeudi soir par la France. Paris veut faire pression sur les militaires qui ont pris le pouvoir après un coup d'État fin mai. Le gouvernement français attend une clarification de la part des autorités maliennes. Anan Saïdani et nos équipes sur place. Après la suspension de la coopération militaire annoncée par la France, à Bamako, on joue la carte de l'apaisement. Devant une foule de partisans du mouvement du 5 juin, Choguel Kokala Maïga a pris la parole. Ce vétéran du M5, pressenti pour être le prochain Premier ministre, veut rassurer les partenaires du Mali. Nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout, pour qu'il recouvre sa fierté. Et c'est pour cela que nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Jeudi, en réaction au deuxième coup d'État, Paris a décidé de suspendre temporairement les opérations militaires au sol qu'elle mène conjointement avec les forces maliennes contre les djihadistes. Une décision très commentée à Gao. Dans cette ville, en 2013, l'opération Serval, qui a associé les troupes maliennes et françaises, a libéré la ville, alors aux mains des djihadistes. Moi, je dirais que c'est une intimidation stérile. Ils ont travaillé contre les femmes et contre l'autorité malienne. Les populations cherchent quoi aujourd'hui? À aller au Niger sans crainte, à aller à Bamako sans peur. Mais tel n'est pas le cas. Les assassinats, c'est tous les jours. Le Mali assure que la lutte contre le terrorisme restera l'une de ses priorités, mais la France redoute de son côté que les dirigeants maliens actuels soient tentés de faire des concessions aux djihadistes. Les Iraniens sont appelés aux urnes le 18 juin pour élire un successeur au président Hassan Rouhani. Le pouvoir s'inquiète d'une abstention record dans ce pays. Le guide suprême Ali Khamenei a admis que certains candidats avaient été lésés et appelle les Iraniens à se rendre dans les bureaux de vote. On l'écoute. Certains veulent baisser les bras et renoncer au devoir de participer à l'élection sous des prétextes absurdes. C'est la volonté des ennemis de l'Iran, des ennemis de l'islam et des ennemis de la démocratie religieuse. Et cela fait 2 ans que l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelra a été arrêtée à Téhéran. Elle est toujours privée de liberté. Elle a été condamnée en mai dernier à 5 ans de prison pour menace à la sûreté nationale et propagande contre la République islamique. Fariba Adelra est actuellement assignée à résidence. Son portrait a été dressé ce samedi sur la façade de la mairie de Paris, au cœur de la capitale. C'est la journée mondiale de l'environnement. La famine frappe le sud de Madagascar en raison de la plus importante sécheresse dans le pays depuis plus de 40 ans. Plus d'1 million de Malgaches souffrent de dénutrition. L'ONU a lancé l'alerte en début de semaine. On retrouve Vainala Rarari-Nirina, la ministre de l'Environnement et du Développement durable à Madagascar. Bonjour Madame la ministre. La famine frappe le sud de l'île. Quelle est la situation actuelle et quelles sont les urgences ? Bonjour et merci beaucoup de nous permettre d'intervenir sur France 24 en direct. Effectivement, le Grand Sud de Madagascar fait face depuis plusieurs années, plusieurs décennies, à une sécheresse chronique, mais qui est maintenant accentuée par les effets du changement climatique. Et donc, effectivement, depuis l'année dernière, on assiste à de véritables migrations climatiques du sud vers le nord de l'île ou l'ouest et l'est sur place. La situation, effectivement, est en alerte et le gouvernement se déplace depuis plusieurs mois avec une nouvelle approche. On essaye maintenant de sortir de l'humanitaire pour aller vraiment vers le développement d'une capacité de résilience de cette population.
le gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers, sont en train de lancer de gros projets qui prennent en compte ces réalités à la fois climatiques, mais aussi le besoin de travailler sur les questions économiques, de développement, d'agriculture qui s'adaptent à ce changement climatique qui, comme vous le savez, frappe de plein fouet Madagascar. Pourquoi la déforestation est-elle si importante et depuis tant d'années? Et est-ce qu'elle continue actuellement, cette déforestation? Effectivement, alors Madagascar est classé parmi les pays les plus les pays hotspot en biodiversité, c'est-à-dire ayant une biodiversité avec un endémisme très fort, mais c'est aussi une biodiversité qui est très fragilisée à cause des activités humaines, mais aussi des activités économiques des entreprises, et tout ça accentué par le changement climatique. Et donc la déforestation, effectivement, c'est à peu près 100 000 hectares de perte de forêt par an. Et là, le gouvernement, depuis 2019, sous le leadership du président de la République, Anjanirina Rajoelina, a lancé le premier vaste programme de reforestation qu'on n'a jamais eu depuis 50 ans, avec l'objectif de faire 75 000 hectares par an minimum, tenant compte également des mangroves, puisque Madagascar dispose des 2% de réserve mondiale de mangroves. Et donc, l'objectif est de renverser cette tendance, c'est-à-dire que d'ici 2-3 ans, notre objectif au sein du département environnement, c'est que l'on puisse passer à inverser ce chiffre des 100 000 hectares de pertes liées à la déforestation et basculer pour que la reforestation prenne le dessus. C'est devenu vraiment une cause nationale et c'est bien la première fois qu'on a une synergie de tous les acteurs, pas uniquement l'État, mais le secteur privé, la société civile et bien évidemment les gestionnaires des aires protégées qui sont maintenant impliqués davantage dans la restauration, mais aussi ces vastes programmes de reforestation. Alors il y a les mesures d'urgence, il y a le traitement à moyen et long terme. Est-ce que le pays a les ressources suffisantes pour prendre ces mesures? Alors sur la question environnementale, on peut être très direct. Le pays a besoin de soutien et nous sommes à la veille de la COP26. C'est une des grandes lignes d'éléments de langage que nous souhaitons aborder sur place, c'est-à-dire le besoin d'une vraie solidarité climatique nord-sud, parce que Madagascar fait partie de ces édennes écologiques à protéger impérativement et il y a besoin de cette solidarité, encore une fois, climatique nord-sud pour pouvoir réussir le pari. Nous savons tous également qu'à Madagascar, il y a ce taux d'endémisme très fort qui représente donc un potentiel économique très fort, que ce soit pour l'écotourisme, mais aussi pour la recherche scientifique. Nous avons traversé une période très difficile au niveau mondial, mais aussi au niveau africain, Malagasy, et on a constaté qu'il y a un potentiel fort à Madagascar en matière de recherche pharmaceutique et que cette biodiversité doit être urgemment protégée et valorisée. Et l'appel que nous lançons également, c'est de vraiment soutenir Madagascar vers la mise en place de projets intégrés, donc des projets qui tiennent en compte vraiment la dimension à la fois sociale, économique et environnementale. Et c'est peut-être la faille des différents programmes ou partenariats que l'on a eu ces 30-40 dernières années. Ce n'était pas assez focus sur cette question d'une approche intégrée, surtout holistique, et donc qui tienne compte de cette grande pauvreté que vous avez soulignée dans votre question au début. Rapidement, Madagascar est victime de la sécheresse, elle est également victime de la pollution de l'air et de l'eau qui touche particulièrement les enfants. Quelles mesures sont prises par votre gouvernement pour réduire cette pollution ? Alors, sur la question de la pollution, un chantier important a été lancé depuis l'année dernière qui regroupe différents ministères, donc avec une approche intersectorielle qui touche à la fois la question de la santé publique, la question environnementale, mais aussi la question de la pollution urbaine liée à la circulation des deux roues, des grosses cylindrées. Donc, on a mis en place une stratégie commune pour réduire drastiquement ces sources de pollution. Il y a également la pollution liée aux déchets plastiques avec un vaste programme de sensibilisation qu'on est en train de mettre en place. Et surtout, une grande première à Madagascar, l'État vient d'investir dans la mise en place d'unités de traitement de déchets dans plusieurs districts. Cette année, on commence avec 3 districts de Madagascar, dans l'objectif de vraiment prendre en compte ces questions de déchets. L'autre grande nouvelle aussi, c'est que depuis donc décembre 2020, nous avons maintenant ce qu'on appelle le bulletin de la qualité de l'air, qui est
une grande première également à Madagascar où chaque semaine on annonce donc les prévisions de qualité de l'air, mais aussi les pics de pollution. Et là maintenant nous avons pas mal de data à analyser pour continuer dans ce sens. Merci beaucoup Madame la Ministre d'avoir été avec nous sur France 24. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais, en arabe et en espagnol.